Audience au palais présidentiel, le chef de l'État a échangé avec le directeur général Afrique de Total. Cette structure veut continuer d'investir en Côte d'Ivoire en vue de soutenir l'économie ivoirienne. Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition a repris ce mardi. Plusieurs sujets ont été abordés. Le ministre d'État Aoussoukou Diojano a exhorté l'opposition à participer aux prochaines élections législatives. Le représentant résident du FMI fait le tour de la question de la croissance et son impact sur la population ivoirienne. En Côte d'Ivoire, comme sur le continent, la croissance est soutenue par une classe moyenne en forte progression. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le directeur général Afrique de Total. Cette structure entend poursuivre ses investissements en Côte d'Ivoire pour soutenir l'économie ivoirienne. Jérôme Kofi Aboulé. Son nom, Guy Maurice. Il est le directeur général Afrique de Total, exploration et production. En visite dans plusieurs pays sur le continent, Guy Maurice indique qu'il n'entend pas aborder l'étape ivoirienne sans rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour lui, l'entretien ce mardi avec le chef de l'État ivoirien a été l'occasion d'évoquer la marque de confiance entre sa structure et la Côte d'Ivoire. Il me semblait naturel, en visitant la Côte d'Ivoire, de venir me présenter et rendre compte de nos activités à son Excellence, le chef de l'État. Ce que nous avons fait en présence du ministre de tutelle. Donc nous avons fait une revue du panorama mondial de l'activité énergétique. Et surtout, ce que je suis venu, c'est lui exprimer toute la confiance du groupe Total dans l'avenir économique de la Côte d'Ivoire et notre souhait, notre désir de continuer à investir malgré l'environnement qui était particulièrement difficile. Diplômé de l'école centrale de Lyon, en France, Guy Maurice a rejoint le groupe en 1983 en tant qu'ingénieur réservoir. Il occupera par la suite le poste de directeur général de la filiale avant d'être nommé à partir de 2008 directeur général Afrique de Total, exploration et production. Après la présidence, on s'intéresse aux activités de la primature. Une délégation de l'Union interparlementaire a fait aujourd'hui le point de ses travaux au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La mission est composée de 70 présidents et délégués d'Assemblée nationale. Elle est présente en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séminaire. Il vise à réfléchir à la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies contre la prolifération des armes de destruction massive. Abou Sanougou. Présent à Abidjan pour réfléchir à la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies contre la prolifération des armes de destruction massive, une délégation de l'Union interparlementaire UIP, reçue par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, conduite par Martin Shingong. La délégation a rendu compte au Premier ministre du déroulement des travaux qui réunit en Côte d'Ivoire des présidents et délégués du Parlement africain. Il a exprimé son soutien et le soutien de son gouvernement pour les actions parlementaires qui seront menées pour mieux mettre en œuvre cette résolution. Il a préconisé la démarche régionale et sous-régionale, mais nous avons également insisté sur le fait que l'action doit également se dérouler sur place au niveau national et s'est engagé à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse servir de modèle pour l'implication parlementaire dans la mise en œuvre de cette résolution. Durant 2 jours, 70 présidents et délégués d'Assemblée nationale de 20 pays membres de l'UIP, Union interparlementaire, devront au cours d'un séminaire trouver les voies et moyens de mettre en place un cadre législatif en vue d'empêcher la prolifération des armes de destruction massive. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est en visite de travail en France. Il a été reçu par son homologue français Bernard Cazeneuve. Les échanges ont porté sur la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que la menace terroriste. Abou Sanougou. Paris, place Beauvau, ministère français de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, y est reçu pour une visite de travail par son homologue Bernard Cazeneuve. Leurs échanges ont porté sur les questions de sécurité et de la nécessaire collaboration entre les deux États en vue de faire face aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme, le narcotrafic et le grand banditisme. On voit
s'intégrer des activistes fondamentalistes, djihadistes et narcotrafiquants. Donc la réponse doit être globale et nos États doivent se mettre ensemble. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'informations, sur l'anticipation à avoir et nous allons renforcer la coopération avec des experts français qui vont venir apporter une contribution à nos forces afin que ces forces-là aient une capacité de veille, d'abord au niveau du renseignement et une capacité de réaction en cas de situation particulière. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, rencontre ce mercredi Manuel Valls, le Premier ministre français. Le dialogue politique a repris aujourd'hui. Des membres du gouvernement avec à leur tête le ministre d'État chargé du dialogue politique, Aoussou Kwadjo-Jano, ont rencontré des partis de l'opposition. Le ministre Aoussou Kwadjo-Jano a félicité l'opposition pour sa participation à l'élection présidentielle de 2015. Il l'a par la suite exhorté à prendre part aux prochaines législatives. La libération des prisonniers de la crise post-électorale et le financement des partis politiques ont été aussi abordés lors de ces échanges. Je vous propose à présent d'écouter le ministre d'État Aoussou Kwadjo-Jano et la porte-parole de l'opposition, Daniel Boni-Claverie. C'est notre première séance de l'année 2016. Nous avions donc échangé sur l'élection présidentielle, donné des informations sur tout ce qui s'est fait dans la dynamique de l'apaisement. Nous avons remercié l'opposition pour son rôle majeur dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous avons demandé à l'opposition de continuer à contribuer au renforcement de la démocratie. Nous avons donc repris nos discussions, nos échanges sur un certain nombre de points. Évidemment, les points les plus saillants étaient, la préparation aux élections législatives. Nous avons fait part d'un certain nombre de préoccupations et nous avons également été confortés par la décision du pool gouvernemental de nous faire participer, de faire participer l'opposition aux réformes à venir, à savoir le référendum constitutionnel et également le code électoral. La situation des prisonniers politiques. Nous souhaiterions que le gouvernement puisse faire un geste fort qui pourrait libérer disons la majorité, pour ne pas dire nous voudrions que ce soit l'entièreté de tous les détenus politiques. Actuellement, nous bénéficions d'un financement exceptionnel qui nous est donné tranche par tranche. Mais notre préoccupation est également de pouvoir bénéficier d'un financement conséquent pour que la démocratie puisse s'exercer au niveau des législatives et que nous puissions compétir avec les meilleurs. Les travaux de la revue sectorielle 2015 du deuxième contrat de désendettement et de développement se sont ouverts aujourd'hui. La revue a été lancée en présence du directeur de cabinet de la primature et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Elle portera sur les projets en exécution, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Le deuxième C2D s'élève à 738 milliards de francs CFA pour la période 2014-2015. Qu'est-ce que le contrat de désendettement et de développement? En quoi consiste-t-il? Christelle Menant nous donne des réponses. C pour contrat et 2D pour désendettement et développement. C2D. C'est une procédure qui permet d'annuler les créances des pays pauvres très endettés, PPTE. Concrètement, lorsque le pays rembourse une dette contractée dans le cadre de l'aide publique au développement, l'Agence française de développement lui reverse le même montant sous forme de dons. Cet argent doit être affecté dans le budget du pays pour des programmes de lutte contre la pauvreté. Cela s'appelle du refinancement par don, un mécanisme d'annulation de dettes consenti dans le cadre du Club de Paris. 22 pays y sont éligibles et la Côte d'Ivoire fait figure d'exemple. Le montant alloué au premier C2D a été entièrement remboursé par la Côte d'Ivoire, 413 milliards de francs CFA entre le 1er décembre 2012 et le 2 décembre 2014. Tous les projets du premier C2D sont en phase d'exécution ou déjà achevés. Pour exemple, les ponts de Jacquesville, Bélékban et Béoumi. En plus des infrastructures de transport, il y a aussi les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de la justice.
des secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement ivoirien. La mise en œuvre des projets se fait sous le regard de l'Agence française de développement. Les décaissements se font par tranches en fonction de l'avancement des travaux et d'autres critères. Le 3 décembre 2014, le deuxième C2D est entré en vigueur pour un montant de 738 milliards de francs CFA jusqu'en 2020. Mais déjà, 61% des fonds ont été engagés. La question de la croissance et ses répercussions sur le quotidien de l'Ivoirien a été abordée par les populations citadines et rurales, ainsi que le représentant résident du FMI. Selon les économistes, la croissance remarquable du continent africain est soutenue par une classe moyenne en forte progression. Cette réalité est visible en Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international mesure déjà les premières conséquences de la croissance sur la population ivoirienne. Les explications d'Adama Koni. L'un des gendarmes de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, est formel. La Côte d'Ivoire est sur une courbe ascendante de croissance, surtout avec un impact réel sur la population. Le taux de pauvreté monétaire a baissé peut-être de 5 points depuis 2011. Une bonne partie de cette embellie a été aussi transférée aux producteurs directement. Maintenant, au moins, on ne dit pas qu'on peut te donner des jetons après. 1000 francs, c'est 1000 francs, c'est bon, c'est abordable. En tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup. Nous avons réussi à construire des dispensaires, on a réhabilité des écoles primaires, on a réhabilité des pompes villageoises. Mais pour bien d'analystes économiques, la croissance est surtout tirée par l'émergence d'une classe moyenne qui crée de plus en plus un modèle de consommation profitable à l'économie. Vous voyez à Abidjan, par exemple, dans les magasins et autres, même au plateau, il y a une espèce d'engorgement. Il y a quand même une augmentation du pouvoir d'achat. Sur le terrain, les concernés peuvent témoigner. C'est jus, yaourt, de l'eau, des gains. On pouvait venir maintenant dans les petits supermarchés, même que d'aller dans les boutiques. On reçoit tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. S'il est admis que la Côte d'Ivoire a encore du chemin à faire pour générer davantage d'emplois, le FMI appelle à la patience. C'est dans la durée que ça se passe. Et donc l'important, en fait, c'est qu'il faut que la croissance soit soutenue. Et au fur et à mesure qu'elle est durable, les perspectives d'investissement s'accroissent, les entreprises potentielles ou existantes se disent « et donc je veux embaucher ». Dans cette perspective, l'institution de Bretton Woods compte rester un partenaire stratégique. Nous allons continuer l'assistance technique qu'on donne dans les domaines de compétences du Fonds monétaire à la Côte d'Ivoire et aussi nous allons réfléchir avec les autorités dans la mesure où elles ont d'ores et déjà exprimé un très fort intérêt pour qu'on puisse éventuellement de nouveau les appuyer sur un programme sûrement de plusieurs années. Le plan national de développement PND 2016-2020, deuxième schéma d'organisation planifiée du développement après 2 décennies de vide, doit pouvoir donner à la Côte d'Ivoire les ressorts nécessaires pour de nouveaux succès économiques et sociaux. Le cabinet du ministère de l'économie numérique a abrité une cérémonie de distinction. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a récompensé 4 jeunes Ivoiriens. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du prix d'excellence 2015. Grace Kondo. Pour s'être illustré par la création de solutions innovantes dans le secteur de l'économie numérique, 4 jeunes Ivoiriens ont été honorés par le ministre de l'économie numérique Bruno Nabagné-Koné. Il s'agit de Kwame Yao Ochofar, Ouattara Yetalo, Kofi Donal et Marie-Jocelyne Morisson. Selon le ministre, cette distinction s'inscrit dans le cadre des cérémonies éclatées de remise des prix d'excellence 2015. Pour Bruno Nabagné-Koné, ces lauréats sont bien formés et comprennent l'intérêt de servir les autres. Cette année, un grand concours sera à nouveau lancé pour nous permettre de sélectionner. Nous avons dit dans un premier temps 50 projets, mais l'idée c'est un jour d'aller jusqu'à 200 projets incubés en même temps. Notre ambition ultime, j'allais dire, c'est arriver à mettre sur le marché au niveau international certains de vos projets. À travers ces exemples, Bruno Nabagné-Koné a exhorté la jeunesse ivoirienne à s'approprier les outils des technologies de l'information et de la communication, et ce, pour profiter des ressources et avantages de l'économie numérique.
L'ONG Femmes Actives du département de Jacquesville vient en aide aux femmes et aux jeunes de cette localité. Elle a offert aux femmes groupées en coopérative des boutures de manioc pour augmenter leur production. L'organisation mène d'autres actions visant à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Thomas Guessambi. Le développement de la région de Jacquesville passera aussi par les femmes. C'est l'engagement que l'ONG FADJA, Femmes Actives de Jacquesville, a pris devant la grande chancelière, Mme Henriette Dagri-Diabaté. Il s'agit pour cette ONG d'apporter une réponse à toutes les problématiques liées à la question du genre, notamment l'état de précarité de nombre de femmes dans nos sociétés et plus généralement la nécessité de créer dans les villes et les zones rurales les conditions idoines pour la satisfaction des besoins primaires des populations. Au dire de sa présidente, Mme Elisabeth Boguiaébé, l'ONG FADJA est déjà sur le front de la bataille économique et sociale. Le problème de la pénurie de manioc, qui est à l'origine de la rareté de la tchéké sur le marché, a été traité en urgence avec la mise à disposition des coopératives de boutures de manioc à haut rendement pour accroître la production de la tchéké. L'ONG FADJA a également mis fin à la détresse de nombre de jeunes du département de Jacquesville qui n'avaient aucun document d'état civil. D'autres actions sont en cours pour soutenir l'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes et consolider la cohésion sociale. Le Conseil régional de Gbeke a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année 2016. Les travaux ont été marqués par le point des réalisations effectuées par le Conseil régional et les actions en faveur de la réduction du taux de chômage des jeunes. Charles Tatou. 59 projets entièrement réalisés au profit des populations de Gbeke, dans 5 secteurs d'activité, à savoir routes, électrification, hydraulique villageoise, santé et éducation. Coût global des travaux, plus d'1,427 milliard de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation. Ils ont fait l'objet d'une reconduction au programme de 2016. Autre point qui a retenu l'attention des conseillers régionaux, la réduction du taux de chômage des jeunes. Vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Selon le président du conseil régional de Gbeke, 4 usines de transformation de manioc vont être installées dans chaque chef-lieu de département. Béoumi, Sakassou, Bouaké et Botrou. À chacune de ces usines, 50 jeunes ressortissants de la localité seront employés directement par l'usine. Ça fait déjà 200 emplois jeunes. Et en plus, les femmes, nos mamans, nos sœurs qu'on va encourager à faire la plantation du manioc, elles auront donc un débouché déjà sûr de leur plantation. Ces genre de projets sont la solution à offrir un pan de développement à nos populations. Pour joindre l'acte à la parole, les conseillers régionaux se sont rendus sur le site choisi pour abriter la première unité de transformation de manioc. C'est dans la commune de Guébonnois. La Commission nationale des droits de l'homme a tenu une table ronde ce mardi. La rencontre a permis d'échanger sur le bilan des activités du projet de vulgarisation des droits fonciers ruraux dans les régions du Guémont et du Cavali. Comment régulariser la situation du foncier rural en Côte d'Ivoire? Comment contribuer à la jouissance des droits fonciers des populations ivoiriennes? Voilà, entre autres, les points qui ont été abordés au cours d'une table ronde d'échange organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et ce après prospection, formation et sensibilisation sur le foncier rural dans les régions du Guémont et du Cavali. Nous avons initié cette rencontre bilan pour faire le point d'abord de ce que nous avons fait en matière d'exécution de la loi relative au domaine foncier rural, mais aussi surtout proposer une plateforme d'arguments. C'est un domaine sensible. Nous pensons avoir réussi à mettre ensemble toutes ces personnalités, tous ces sachants, pour que les propositions qui seront faites aident à renforcer la cohésion sociale. Encourager les populations à se faire établir les certificats fonciers, simplifier la procédure et le coût de délivrance des actes, ou encore renforcer les capacités des comités villageois de gestion du foncier rural, ce sont quelques solutions préconisées pour éviter les conflits fonciers. La solution, c'est déjà la mise en œuvre de la loi. Parce que la mise en œuvre de la loi permet de clarifier tous les droits qui sont exercés sur la terre.
C'est vrai que c'est une tâche difficile lorsqu'il y a des conflits, mais justement lorsqu'on a fini de régler ces problèmes, la paix revient et elle revient de façon durable. À ce jour, ce sont 1730 certificats fonciers qui ont été délivrés, dont 159 à des femmes. Un réaménagement de la loi portant sur le foncier rural devra être soumis à l'Assemblée nationale en avril 2016. Un atelier régional sur la capitalisation des stratégies de lutte des pays de l'Afrique de l'Ouest contre l'Ebola a débuté à Yamoussoukro. Pendant 4 jours, des experts venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique vont tabler sur des stratégies communes afin d'apporter la riposte nécessaire pour débarrasser définitivement l'Afrique de l'Ouest du virus Ebola. Kader Sogodougou. Plusieurs experts de la lutte contre le virus Ebola venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique sont à Yamoussoukro. Ils vont réfléchir afin d'adopter les meilleures stratégies pour apporter une riposte définitive qui permettra de débarrasser la région ouest de l'Afrique du virus Ebola. Ce genre de rencontre révèle pour nous, décideurs, un intérêt particulier. Parce que dans un domaine comme celui de la santé, Ebola nous a fait comprendre qu'il y a d'avenir pour un monde en bonne santé que dans une collaboration franche et forte entre différents secteurs. Cet atelier, organisé par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, bénéficie du soutien de l'OMS et de l'Organisation internationale Action contre la faim, ACF. Que cet atelier contribue, à la suite des autres conférences internationales de partage d'expériences sur la gestion de la crise Ebola, à faire des propositions pertinentes pour améliorer la gestion des crises sanitaires. Mesdames, Messieurs, Ebola nous a frappés par surprise en Afrique de l'Ouest, créant la peur et des conditions difficiles car nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Nous voilà aujourd'hui réunis avec un petit peu de recul pour tirer des leçons et regarder vers l'avenir. La Côte d'Ivoire, qui n'enregistre aucun cas d'Ebola à ce jour, est le rendez-vous du partage des expériences à travers cet atelier. Des témoignages et des méthodes adoptées par certains pays pour maîtriser le virus Ebola seront évoqués. Du matériel informatique, des splits et pots de peinture d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été offerts à la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré. C'est un don du syndicat des photographes et caméramens professionnels de la région de la Nawa. Serge Koléa. D'un coût global de 6 millions de francs CFA, le don d'ici Focapsi, le syndicat des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire, est composé de 10 ordinateurs, 3 splits et de 10 pots de peinture. Il est le fruit d'un partenariat scellé entre la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré et le syndicat des photographes et caméramans. Pour le secrétaire régional du syndicat, Guy-Claude Kouassi, depuis 2 ans, les photographes et caméramans travaillent en étroite collaboration avec les acteurs du système éducatif. Ce partenariat a permis d'aider à la promotion de l'école par l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système. Réceptionnant les dons, le directeur régional de l'éducation nationale du Soubré, Roger Ogou Mbassigé, a salué le dynamisme du syndicat des photographes et caméramens qui, par la qualité des dons offerts, apporte une contribution à la promotion de l'école dans la région de la Nawa. Un acte au service de l'école, a-t-il notamment indiqué. Invité de cette cérémonie, Augustin Sarr, directeur régional de l'éducation nationale d'Abidjan 1 et président de l'amicale des Draines de Côte d'Ivoire, a salué le leadership et le sens de management de son collègue de Soubré, initiateur de ce partenariat qui porte aujourd'hui des fruits au profit de l'école. Le préfet de région Ali Ali Kouadio, pour sa part, s'est réjoui de cette action du syndicat des photographes et caméramans qui, à travers la professionnalisation de leur corporation, participe au rayonnement de l'école dans la région. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé hier au Burundi. Il s'est accordé avec le président Pierre Nkurunziza sur la tenue d'une concertation inclusive pour éviter le chaos dans le pays. Ce lundi, des attaques à la grenade ont eu lieu dans la capitale Bujumbura. Ben Touré, Sylvie Touré.
Autour de Ban Ki-moon, ce lundi à Bujumbura, les acteurs politiques burundais. Le secrétaire général des Nations Unies a réussi à obtenir de Pierre Nkurunziza des pourparlers avec l'opposition. Oui au dialogue inclusif, mais pas avec les déstabilisateurs, a prévenu le gouvernement dans un communiqué. Le président burundais avait jusque-là refusé la médiation de ses pairs de la sous-région. Les émissaires de l'Union africaine avaient échoué à envoyer une force militaire dans le pays pour tenter de contenir la crise. Une victoire pour Ban Ki-moon, certes, mais qui n'a pas empêché la survenue de plusieurs explosions à la grenade dans la capitale ce même lundi. Bilan, 2 morts et une vingtaine de blessés. L'arrivée du secrétaire général des Nations Unies aura tout de même ramolli la position burundaise. Plusieurs actes de décrispation ont été posés. La levée des mandats d'arrêt lancés contre 15 responsables de l'opposition, l'annonce de la libération prochaine de 200 prisonniers et l'approbation par Bujumbura du renforcement des observateurs des droits de l'homme de l'UA et de l'ONU sur place. La crise burundaise est née de la volonté de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, contrairement aux accords d'Arusha, chose faite depuis le mois de mai dernier, conséquence des affrontements qui ont fait plus de 400 morts et contraint plus de 240 000 Burundais à l'exil. Mais pour le camp Nkurunziza, c'est Kigali le responsable. Bujumbura l'accuse de former sur son sol des milices dans la perspective de déstabiliser le pays. Une accusation démentie par les autorités rwandaises. C'est une crise interne, répète à l'envi la communauté internationale. Il faut vite la contenir pour éviter qu'elle embrase la région des lacs. L'opposition se signale 72 heures après l'annonce des premiers résultats de la présidentielle au Niger. La COPA 2016, un parti d'opposition dirigé par Amadou Boubacar Cissé, dénonce des fraudes et conteste les résultats proclamés par la CENI. Cette formation politique a appelé ses militants à la résistance. Mariam Cissé, Thomas Guessambi. Mahamadou Issoufou en tête du premier tour du scrutin présidentiel. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale CENI ce lundi au Niger dans ses premiers résultats partiels. Des résultats aussitôt contestés. Ce mardi, le porte-parole de l'opposition Amadou Boubacar Cissé a dénoncé des fraudes dans le scrutin. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. La coalition pour l'alternance 2016, accusant la CENI d'avoir diffusé des résultats fantaisistes, prépare sa riposte. Amadou Boubacar a d'ailleurs appelé les militants à la résistance. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Mahamadou Issoufou, quant à lui, semble avoir tenu sa promesse de victoire dès le premier tour face à l'opposition. En attendant les résultats globaux prévus les 5 jours suivant la clôture du scrutin, l'atmosphère au Niger reste tendue. En Afrique du Sud, un match de rugby universitaire a été interrompu hier par des affrontements sur le terrain entre des manifestants noirs qui avaient envahi la pelouse et des spectateurs majoritairement blancs à l'université de Bloemfontein dans le centre du pays. À la suite de ces incidents, l'université a décidé de fermer ses portes aujourd'hui et demain et a fermement condamné ces actes de violence envers les manifestants. Ces incidents surviennent alors que les cours sont également suspendus à l'université de Pretoria après des violences entre des étudiants noirs souhaitant la fin des cours en Afrikaans et des militants d'AfriForum, un lobby africanaire. Aux États-Unis, le département de la Défense a soumis aujourd'hui au Congrès un plan de fermeture de la prison de Guantanamo. Ce plan a le plein soutien du président américain. Barack Obama avait fait de la fermeture de cette prison installée dans une base américaine sur l'île de Cuba l'une des promesses de la campagne électorale de 2008. Des responsables de l'administration Obama ont déclaré ce mardi que le plan élaboré par le Pentagone dresse la liste de 13 sites sur le territoire des États-Unis où les détenus de Guantanamo pourraient être transférés.
Le président américain a jugé devant la presse que le maintien de la prison de Guantanamo était contraire aux valeurs de l'Amérique et nuisait à l'image des États-Unis sur le plan international. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.